Bonjour à tous. Euh, Vous savez qu'il y a cette fameuse loi euthanasie, appelée loi aide à mourir, qui est passée mercredi, et je pensais que c'était très intéressant de discuter avec Frank Zeiger, qui est médecin généraliste, qui est aussi responsable santé d'ailleurs au mouvement politique citoyen, sur cette loi d'aide à mourir pour comprendre de quoi il s'agit. Donc, avant donc même de commencer, je vais juste vous demander, si vous aimez l'émission, pensez bien à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre des pouces en l'air pour que cette émission puisse être bien regardée, bien référencée. Alors, docteur Zeiger, la première chose, c'est qu'est-ce que vous pensez de cette logique d'aide à mourir, entre guillemets, de cette philosophie nouvelle, en fait, qui est imposée avec cette loi? Effectivement, bonjour à tous, bonjour Philippe. Une loi très perturbante puisque avant même de discuter des différents chapitres de la loi qui sont très souvent inquiétants, il faut bien être d'accord qu'on rentre dans une autre philosophie du soin puisque effectivement, tuer quelqu'un était dans notre société quelque chose qui était vraiment la limite inacceptable sur lequel effectivement tout le monde était d'accord qu'on ne pouvait pas franchir. Et à partir du moment où cette loi existerait, on accepterait l'idée que par une décision dont on verra effectivement qu'elle ne dépend que d'un seul homme, par une décision effectivement unique, on peut mettre fin à la vie de quelqu'un. Et ça, évidemment, c'est un changement de société complet. Moi, je vais vous parler en tant que professionnel de terrain. Moi, je suis médecin, je travaille en EHPAD. Mon job, c'est d'accompagner les gens jusqu'à la fin de leur vie, hein. Dans un établissement comme le mien d'à peu près 110 résidents, on a 1,5 à 2 décès par mois. Donc, accompagner les gens, on sait. Je peux vous assurer que si on respecte les critères de la loi, c'est pas 1,5 à 2 décès par mois. On va doubler, tripler. Combien de gens, j'ai en tête effectivement un monsieur qui rentrait chez nous il y a quoi? Il y a un mois et demi, qui a une image très dégradée de lui-même. C'est une catastrophe. Il ne s'aime plus parce qu'effectivement, il a perdu ses capacités. Et donc, il rentre dans l'établissement avec je veux plus vivre, quoi. Ce qu'on appelle le syndrome de glissement, je veux plus vivre. Mais il se trouve que les équipes sont bienveillantes, qu'il n'avait pas son verre de vin à l'hôpital et qu'il a son verre de vin chez nous et qu'il trouve ça très agréable, et puis que petit à petit, semaine après semaine, il remonte la pente. Il y a un mois, on l'aurait tué. Aujourd'hui, il a envie de vivre. Et donc, on rentre dans une philosophie où effectivement, on accepte que les gens meurent et qu'on les accompagne dans ce souhait sans même se poser la question si effectivement ce souhait est une bonne chose, si ce souhait est raisonnable et si ce souhait ne va pas évoluer dans le temps. Ouais, tout à fait. En fait, toutes les sociétés ont depuis longtemps établi un tabou complet sur le suicide, assisté ou pas. D'ailleurs, quand on regarde Freud, il parle de l'instinct de vie et l'instinct de mort comme deux formes fondamentales de la libido. Et là, la volonté d'inscrire l'euthanasie dans la loi participe très clairement de l'instinct de mort qui plane sur notre société. Ouais. Euh, Et l'instinct de mort devient supérieur à l'instinct de vie. On doit tout Exactement. faire pour respecter l'instinct de mort, et si on respecte l'instinct de vie, on devient un coupable potentiel. C'est assez hallucinant. Ouais, et mourir devient la solution de facilité, hein. À la base de Ouais. tout, c'est le fait que pour justifier l'euthanasie, c'est l'argument de la souffrance qui est invoqué. Or, tout le Oui, monde mais c'est souffre pas dans sa vrai. vie, d'une manière ou Et, d'une autre, à un moment donné. Et la vie, c'est une grande lutte contre la mort, quoi, pour oui, moi. Et la vraie dignité, c'est de mener cette lutte jusqu'au bout. Ça, c'est une chose importante. Et pour moi, ce qui est fondamental, c'est que la vie, c'est sacré. Et là, on atteint au sacré en disant que la vie peut être reprise sur demande et par l'État en plus. Par l'État, et ce qui me gêne, dernière chose, c'est que l'État qui est censé accompagner vers le bien commun, faire en sorte, l'État qui est notre représentation à nous, qui est tenu par un gouvernement qu'on a choisi et qui est la représente et dont le but est quand même le bien commun, même si je ne parle pas d'État nounou là-dessus, eh bien, va devenir un meurtrier potentiel, quoi, en fait. Ce sont les services de l'État qui vont tuer. Donc, pour moi, il y a quelque chose de et- grave, quoi. Exactement. Et une fois qu'on a ouvert cette porte, on sait très bien qu'il n'y a plus de limite. Vous remarquez d'ailleurs que dans l'élaboration de cette loi, ils n'ont pas trouvé un seul médecin de soins palliatifs qui était pour l'euthanasie. Parce que tout le monde sait, quand on fait de l'accompagnement, tout le monde sait, quand on travaille en soins palliatifs, que c'est pas un sujet. C'est pas un sujet. On parle de cas exceptionnels qui ne justifient en aucun cas de faire une loi générale. Donc, on est sur des gens qui ne sont pas confrontés à cet aspect de la vie qui est d'accompagner jusqu'à la fin.
Ces gens-là ont peur pour eux-mêmes. Je pense qu'effectivement, ce sont des angoissés de la vie qui sont pas à l'aise dans ce qui va leur devenir parce qu'ils n'ont plus confiance dans la société qu'ils ont détruite. Et ces gens-là qui n'ont plus de fraternité, qui n'ont plus compris ce que c'était que la vie en collectivité, acceptent l'idée, bah, puisque moi, de toute façon, je vais me retrouver seul, eh ben, autant mourir. Mais c'est pas la réalité de nos vies, c'est pas la réalité de la société, et c'est pas pour ça que les sociétés existent. Et c'est profondément malsain parce que ça touche vraiment au sacré de la vie. Je fais juste remarquer une chose, c'est qu'en fait, quasiment tous les soignants sont contre cette loi euthanasie qui s'appelle aide à mourir, mais c'est une loi d'euthanasie. Quasiment tous les soignants sont contre. Oui. Et on va en parler juste après, mais ils ont prévu effectivement un comité pour décider, un comité de professionnels pour décider effectivement de l'acte d'euthanasie. Et donc ce comité de professionnels, à la fin, c'est le médecin qui décide, mais c'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui vont participer. Donc vous aurez effectivement un comité de professionnels où vous aurez peut-être des gens qui diront non, il ne faut pas tuer Madame Michu. Et le médecin dira si finalement on tue Madame Michu. Et je ne sais pas si les gens réalisent la violence que ça va être pour le soignant qui ne voulait pas qu'on tue Madame Michu et qu'on va tuer devant elle. Il va rentrer chez lui, mais on va détruire les soignants. C'est une catastrophe. Ah ben On- justement, parce que- rentrons dans le détail de cette Rentrons loi. dans le Donc, sujet. je vais rentrer, Exactement. Franck, dans le détail en disant que finalement, avant, ce genre de décision était collégiale et là, elle est plus collégiale, quoi. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer la loi? Alors, au niveau de la décision, hein, ils ont effectivement fait un système effectivement sans aucun garde-fou, où effectivement le seul médecin dit référent va effectivement être décisionnaire. C'est assez hallucinant. Les garde-fous viennent après, puisqu'effectivement, il y aura possibilité a posteriori, mais a posteriori d'un acte, on a tué quelqu'un, quoi. On revient pas dessus, la personne, elle est morte, quoi. Donc, la procédure, effectivement, va reposer sur un médecin qui va effectivement, je vous le lis, hein, apprécier si le patient doit formuler sa demande par écrit ou par un autre moyen adapté. Donc, c'est-à-dire que j'ai envie de mourir comme ça entre deux personnes, ça va suffire. C'est le médecin qui va définir si le pronostic vital est en phase avancée ou non. Parce qu'évidemment, moi, je peux vous assurer qu'en médecine, je passe mon temps à dire que je n'en sais rien. Quand est-ce que les gens vont mourir? Est-ce qu'ils vont avoir un sursaut? Je n'en sais rien. Donc là, il y a quelqu'un qui va être capable de le faire. Il va être capable de dire si le discernement est gravement altéré, si la volonté est libre et éclairée, alors que on ne sait pas ce qui s'est passé entre les familles, entre les enfants. On n'est pas au courant de tous les échanges qu'il peut y avoir entre un parent, entre ses enfants et toutes les guerres, parce que toutes les familles ne s'entendent pas. Donc on va être celui qui va être capable d'eux sans avoir les éléments. Et c'est ce médecin référent qui va rendre personnellement la décision finale, après avoir consulté un collège pluriprofessionnel qu'il sollicite, mais ce collège pluriprofessionnel n'est pas décisionnaire. C'est-à-dire qu'il faut une réunion, mais c'est le médecin qui décide. Donc, on va avoir un médecin référent qui va décider de la vie ou de la mort de quelqu'un par seul, sans aucun contrôle. C'est un truc. euh, Les erreurs un- multiples peuvent être le cas, c'est ça. Le collégial, ouais. c'est pour éviter l'erreur d'un seul homme qui peut toujours faire une erreur. Et là, il n'y aura plus cette mesure de ce garde-fou. Il me semble que dans tous les systèmes qu'ont mis en place les sociétés, on n'a jamais confié une telle responsabilité à un sujet seul. Le pilote d'avion, il n'est pas tout seul, hein. Enfin, je veux dire, on n'a jamais vu ça. Donc, il y a une il y a une volonté acharnée de tuer les gens plutôt que de leur donner une chance de s'en sortir. Et tout confier sur un seul homme. Moi, je vous dis, hein, moi j'appelle ça l'euthanasieur, celui qui va être en charge de faire les euthanasies, mais va porter une charge sur ses épaules. C'est assez hallucinant. D'ailleurs, c'est l'occasion aussi de le mettre en garde, parce que dans la loi, il va falloir les trouver, les euthanasieurs, hein. Dans la loi, il y a quand même marqué que, je vous trouve le texte, voilà. Donc, il y aura effectivement une commission a posteriori qui verra effectivement si tout a été bien fait. Donc, tu es l'euthanasieur, tu as tué personne, tu as tué mamie. Et après, il y a une commission. Et si la commission estime que les faits sont susceptibles de constituer un crime ou un délit, donc si on arrive à montrer qu'effectivement, ben, mamie n'était pas si d'accord pour se faire tuer, eh ben, la commission le signale au procureur de la République dans les conditions prévues à l'article 40 du Code de procédure pénale. Et là, vous vous retrouvez effectivement accusé de meurtre. Donc le gars qui va euthanasier à la chaîne, sur une année, il a deux, trois procès au cul et deux, trois procès où il peut se retrouver effectivement accusé de meurtre.
Ça va Ouais. être costaud, hein, ça va être costaud. Hmm. Alors moi, j'avais lu qu'il y avait un délai de 48 heures, ce qui paraît fou. Délai de C'est ça, 48 heures pour confirmer sa demande de mort et ce délai pourra être réduit. Mais en fait, pour résilier un abonnement, etc., on est à une semaine généralement. Ou une rétractation sur un achat de maison, on a même 10 jours. Et là, on n'aura que 48 heures pour revenir, quoi, ce qui paraît un peu fou, exactement. quoi. Et en L'autre 48 heures, chose, oui, l'autre chose, c'est on- une simple demande orale suffira, d'après ce que j'ai lu. exactement. Et ça, c'est fou. Donc, il n'y aura aucune trace de cette demande d'être tué. Ouais. Donc il y aura quelqu'un qui dira, elle m'a dit que, et 48 heures après, qui pourra effectivement procéder à l'acte final. C'est, L'autre c'est, chose qui m'a c'est- choqué, Franck, c'est en fait les peines que risqueront des médecins ou des proches qui tenteraient de dissuader. 3 000 € d'amende et 2 ans d'emprisonnement. Ça veut dire que, en fait, aujourd'hui, imaginons que votre fille aille mal ou un parent proche, que, bah, en fait, un proche va aller le voir, essayer de lui dire, mais non, la vie n'est pas si mal que ça, on va t'aider, de lui donner de l'empathie et d'éviter que la personne se tue. Mais là, demain, ça sera pas possible, ça sera puni d'emprisonnement d'aller voir son proche vraiment, ou alors pour un médecin de dire aux gens, non, vous n'êtes pas si mal, vous n'êtes pas à l'article de la mort, d'ailleurs ça peut s'améliorer, donc ne vous tuez pas, ça sera vraiment puni d'amende et d'emprisonnement. Ouais, c'est le texte, hein. Donc article L 1115-4 est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher de pratiquer ou de s'informer sur l'aide à mourir par tout moyen, y compris par voie électronique, donc c'est-à-dire qu'un message électronique sera une preuve, ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d'allégations ou d'indications de nature à induire intentionnellement en erreur dans un but dissuasif sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l'aide à mourir. J'ai commencé le propos effectivement par ce monsieur qui est arrivé avec une estime de lui au plus bas et qui voulait en finir. Donc j'étais exposé, parce que je lui ai dit on s'accroche et il va mieux, et ben, j'ai été exposé à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Et le problème, c'est que moi, je fais ça tous les jours. Donc ma probabilité de finir en prison est assez élevée, parce qu'effectivement, je dis aux gens, allez, la vie vaut le coup. En fait, je me C'est permets juste. de dire, quand on a commencé cette vidéo, on avait prévu de la faire hier, tu m'as dit que tu n'avais pas très bien dormi, parce que tu es médecin en EHPAD, et en fait, tu n'avais pas très bien dormi, parce que ce que ça implique pour toi, c'est extrêmement violent en termes professionnels. Ah, mais ça va être très compliqué. C'était il y a un mois et demi, donc une dame qui ne voulait pas mourir, hein, qui l'exprimait, et sa famille voulait absolument mettre fin à ses jours pour des raisons X ou Y, que je ne connais pas le détail, mais enfin, ils ont fait des pieds et des mains pour ça. Et la dame avait clairement exprimé, non, je ne veux pas. Ils ont réussi, avec le médecin traitant, à convoquer une équipe de soins palliatifs qui a mis en place un protocole de fin de vie. Donc, je me suis opposé avec les équipes, on a réussi à dire non, etc. Ça a été convocation, courrier, ça a été assez chaud quand même. La dame est morte naturellement, elle avait plus de 100 ans tranquillement, mais je me suis clairement opposé, et les équipes avec moi, à ce que cette dame, on mette fin à ses jours puisqu'elle ne le voulait pas. Aujourd'hui, je refais la même action, je me retrouve effectivement avec 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € parce que je peux vous assurer que la famille portera plainte contre moi. On va se retrouver dans une situation où moi je travaille en EHPAD. Être vieux, j'ai écrit un livre qui s'appelait Vous savez, docteur, ça fait longtemps que je suis vieille. Le titre, c'était une dame de plus de 100 ans qui m'avait dit, j'avais trouvé la phrase très jolie, Vous savez, docteur, ça fait longtemps que je suis vieille, sous-entendu, ça fait longtemps que je suis vieille, j'ai enterré tout le monde. Et ben, ces gens-là, on arrive quand même, parce que les journées sont longues, et on peut comprendre qu'en fin de vie, à 100 ans, vous ayez envie de partir, c'est tout à fait compréhensible. Mais pourtant, dans une journée, vous allez avoir la visite de la petite fille, vous allez avoir un dessert qui vous a fait plaisir, vous allez avoir le petit apéritif, vous allez avoir... Donc il y a plein de petits moments de bonheur et ils sont bien contents de les saisir. Même si dans la globalité, c'est vrai qu'ils en ont marre. Donc on va se retrouver à proposer à ces gens des petits moments de bonheur qui les tiennent, qui les accrochent, qui font qu'on continue à vivre. Et bien à faire ça, on va se retrouver effectivement passible de sanctions assez lourdes quand même. 2 ans d'emprisonnement, 30 000 € d'amende. Ouais. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour travailler? On va leur dire non, non, arrêtez les plaisirs, hein, parce que si je vous fais plaisir, c'est que je vous maintiens en vie. Donc, c'est quoi la vie qu'on nous propose là? Ouais, là, on est vraiment typiquement dans des dérives possibles graves, hein, de cette loi euthanasie. Et alors, moi, ce que j'ai envie de dire en chapeau de ça, c'est qu'en fait, les dérives, elles sont quasiment automatiques parce qu'on a vu dans tous les pays où il y a eu des lois d'aide à mourir et d'euthanasie qui ont été mises en place,
il y a eu de très nombreuses dérives. On partait sur quelques cas d'euthanasie, on se retrouve avec 5 ou 6% des morts qui sont Au euthanasiés, Canada. les gens qui sont euthanasiés et qui meurent au Canada et en Belgique. Donc, qu'est-ce que tu en penses de ces dérives? Qu'est-ce que tu vois comme dérives possibles qui sont liées à cette loi, quoi? Ben, les dérives sont assez évidentes, hein. Si on reprend notre devise liberté, égalité, fraternité. Liberté, ça voudrait dire effectivement qu'il y a un choix. Quand la société dit vous nous coûtez cher, les retraites, on n'arrive pas à les payer, les gens en fin de vie sont ceux qui coûtent les plus chers. Quand vous avez la famille qui dit on aimerait bien récupérer le pavillon, votre liberté, elle va être très restreinte. C'est-à-dire que vous allez vous sentir effectivement comme un inutile, comme quelqu'un qui coûte cher. Et là, on vous dira, bah, il y a une option, c'est effectivement de mettre fin à vos jours. Donc la dérive, ça va être effectivement que tous les, entre guillemets, inutiles, tous ceux qui nous coûtent cher, tous ceux qui durent un petit peu trop longtemps par rapport à nos finances, ben, on va les inciter de plus en plus, effectivement, à disparaître pour le bien commun. Donc la dérive la plus évidente, c'est effectivement les économies qu'on veut faire sur ces gens-là. Sauf qu'un jour, ce sera nous et que on ne peut pas raisonner dans une société en disant on élimine les plus faibles et les plus âgés parce qu'effectivement on ira mieux, parce qu'un jour ce sera nous et ça ne marche pas comme ça, parce que si on commence à imaginer que la société veut notre perte, il n'y a plus de société. Donc Ouais, ça, et il c'est y la a un vrai première problème, dérive. moi je trouve, c'est que ça encourage le glauque. Ça encourage les héritiers à vouloir accélérer la venue de l'héritage en poussant à la mort une personne âgée. Ce qui n'est pas Ouais. possible aujourd'hui, théoriquement. Et là, ça pousse à la mort, effectivement, une personne âgée. Donc ça encourage les comportements déviants. Complètement. Et je dirais même plus, et ils le savent quand ils font la loi. Parce qu'ils ont quand même rajouté dans la loi un chapitre sur les assurances. Donc on n'est pas sur la fin de vie de quelqu'un qui souffre. Quand on fait effectivement un chapitre sur les assurances qui dit qu'effectivement, dans le cadre de l'euthanasie, l'assurance, je cherche le texte, mais l'assurance décès s'appliquera. C'est-à-dire que ce ne sera pas une mort par suicide, hein. Ce sera considéré comme une mort a priori naturelle. Et si vous aviez un contrat d'assurance ou un contrat de prêt, l'assurance décès s'appliquera. Donc ça veut dire que moi, j'ai une assurance, j'ai un prêt qui est assez lourd pour mon entreprise. Mon entreprise est en train de couler, j'arrive plus effectivement à m'en sortir, etc. Je suis déprimé. Il y aura une solution qui est, je mets fin à mes jours, l'assurance va prendre en charge toutes mes dettes et ma famille va être protégée. Vous imaginez effectivement, quand on voit la situation de la France, toutes ces entreprises en difficulté, la pression morale qui va se peser sur les chefs d'entreprise. On a connu dans l'histoire des chefs d'entreprise qui ont mis fin à leur jour pour sauver leur entreprise, notamment, je crois que c'était Monsieur Loiseau, le restaurateur. Mais là, ça va être multiplié par combien? Il y aura cette option. Je fais l'euthanasie parce que je suis au bout du rouleau, je suis déprimé, ma famille est sauvée. C'est une pression qui est assez horrible. Et bien ça, ils vont le mettre en place. Euh, donc, Moi, ensuite, je vois, il il y y a a une une autre autre. dérive, Franck. En tant Oui, que médecin, toi, quand tu vas voir les gens, tu es là pour les soigner. Et ta mission, elle est claire. oui. Tu veux les soigner. Mais là, en fait, le médecin, il sera soigneur ou tueur. Et en fait, il y a une confusion extrêmement dangereuse. Il me semble. Mais il y aura une terrible inquiétude parce que la relation de soins, ça suppose effectivement une relation de confiance. Donc, quand on est dans le soin, effectivement, les gens vous disent tout et ils savent que du fait du secret médical, tout ce qu'ils nous disent est protégé. Donc, ils peuvent nous dire qu'ils se sentent mal, qu'ils ont envie de mourir ou qu'ils n'ont pas envie de mourir. Ils peuvent tout nous dire. Parce qu'il y a une relation de confiance. À aucun moment, le patient s'imagine que je vais mettre fin à ses jours. C'est un tabou. C'est dans le code de déontologie, c'est le serment d'Hippocrate. Donc, il peut y aller. À partir du moment où, effectivement, quand il me parlera, il saura que s'il exprime une envie de mourir ou s'il exprime une douleur importante, je serai susceptible d'engendrer en 48 heures, hein, ça va vite, effectivement, la mise à mort de mon sujet, de mon patient. Je pense qu'effectivement, les gens ne vont pas tout me dire. Et si on ne me dit pas tout, moi, je ne pourrais pas les soigner correctement. Ça met Et dans puis, une position vraiment difficile, insupportable. Et insupportable. puis, il y a je m'inquiète aussi pour la santé psychologique des soignants. Un soignant, je veux dire, on lutte pour la vie, à la fin, on meurt, hein, on échoue, et les gens meurent, mais on a lutté. Là, on aura mis à mort. C'est pas du tout le même phénomène. Et je reviens sur mon comité de professionnels. Quand dans le comité de professionnels, il y aura quelqu'un qui a dit, mais moi, je veux pas tuer Madame Michu, et qu'on l'aura tuée quand même. Vous croyez que cette personne qui voulait pas tuer Madame Michu va rentrer chez elle en sifflotant, en disant, bon, ben, j'ai fait mon travail, tout va bien. Madame Michu, elle aura été tuée.
et vous aurez été celui qui n'a pas réussi à empêcher ça. C'est d'une violence psychologique. Qui va vouloir encore faire ce métier dans ces conditions? C'est insupportable. Ouais, c'est là on voit que c'est une désacralisation totale de la vie et c'est une erreur grave. Il ne faut pas désacraliser la vie, quoi. J'avais Exactement. vu quelques dérives que je suis allé chercher au Canada, en Belgique et aux Pays-Bas où l'aide à mourir, l'euthanasie existe depuis longtemps. Il y a 10 ans, donc, au Canada, il y avait seulement 3 critères qui conditionnaient l'accès à l'aide médicale à mourir, donc un peu comme en France. Et ce qu'on a vu, c'est que ça n'a pas arrêté d'être les critères d'accès toujours plus flexibles. Donc maintenant, c'est des patients qui ne sont plus en fin de vie, c'est des mineurs qui pourraient y avoir droit prochainement. Et dès 2027, les personnes qui souffrent de troubles mentaux pourraient aussi demander l'aide médicale à mourir. Et alors, ce qui est le plus grave, et ça montre les logiques d'interaction avec la société de ce genre de loi, en fait, il y a une dérive dans les têtes. Euh, Ils sont désormais au Canada 27% à penser que les gens devraient avoir droit à l'euthanasie pour des raisons de pauvreté et 50% pour le handicap. Donc on voit que ça progresse. En Belgique, on a exactement les mêmes choses. On a une jeune Belge de 24 ans qui a pu être euthanasiée pour souffrance psychique. 24 ans. Voilà. En 2014, le Parlement belge a élargi l'accès à l'euthanasie pour les mineurs, sans âge minimum. Et on a plein de gens qui qui se font tuer, c'est-à-dire qui ont le droit à l'euthanasie pour cause de dépression. Alors même que l'appréciation du caractère incurable d'une dépression fait débat d'un point de vue scientifique. Les médecins ne sont pas du tout d'accord dessus. Et il y a beaucoup de médecins belges d'ailleurs qui s'y opposent ouvertement. Voilà, donc c'est extrêmement gênant. Et aux Pays-Bas, alors là, aux Pays-Bas où l'euthanasie existe aussi, il y a plein de lois de plus en plus folles qui arrivent. Première loi de 14 avril 2023, le ministère néerlandais de la Santé a annoncé dans une lettre au Parlement la dépénalisation prochaine du recours à l'euthanasie pour les enfants entre 1 et 12 ans. Tuer des enfants de 1 ou 12 ans. Autre chose, une proposition de loi pour autoriser le suicide assisté à partir de 75 ans pour vie accomplie a été déposée en 2020, en dehors de toute condition médicale. Voilà, donc on est vraiment dans une dérive potentiellement, une fois qu'on a cassé le sacré, en fait, on voit que tous les barrages sont ouverts pour faire absolument n'importe quoi. Ouais. Une fois qu'on a ouvert la porte, que je t'entendais effectivement raconter tous ces cas, il faut comprendre, ça m'a fait penser à l'histoire du suicide. Il y a plein d'études qui expliquent comment effectivement fonctionne le suicide. Quelqu'un ne va pas bien et dans ses possibilités, il y a ben, je change de boulot, je gagne de l'argent, je machin, je truc et je me suicide. Et puis la vie continue, la personne ne se suicide pas et puis la vie progresse et puis dans les hypothèses pour s'en sortir dans sa détresse, il ne reste plus que trois choix, dont le suicide. Et puis il avance et puis à la fin, il ne reste plus que le suicide. Et le suicide est toujours le dernier choix parce que c'est tabou. On ne se suicide pas pour des raisons X ou Y. Là, dans ce choix qui amène au suicide, on va rajouter maintenant l'euthanasie. Et l'euthanasie ne sera pas tabou, elle serait même encouragée. On comprend parfaitement qu'effectivement, quand vous commencez, il y a plein de gens qui ont envie dans leur vie qui n'a pas eu dans sa vie un moment l'idée, l'envie de dire stop, je mets fin à ma vie. Ça arrive à tout le monde, c'est tout à fait envisageable. Mais c'est toujours parmi une foule d'autres possibilités, et c'est comme ça qu'on s'en sort. Surtout que le suicide est tabou. À partir du moment où on mettait dans ces possibilités l'euthanasie et que l'euthanasie sera valorisée, parce qu'elle est quand même sacrément valorisée, voire elle apporte des avantages à votre famille et à votre entourage, il est évident qu'on ouvre une porte et que forcément va y avoir effectivement de plus en plus de gens qui vont recourir à l'euthanasie. Mais est-ce que c'est ça le but d'une société que de Et, permettre à et- plein de gens de disparaître avant le terme? et c'est exactement ce qu'on voit en Belgique et au Canada, la multiplication. Et pour finir, il y a le problème des greffes d'organes. On sait qu'on manque d'organes. Mais en fait, il y aura Aussi. une tentation d'aller favoriser l'euthanasie pour des greffes d'organes. Il y a des jeunes Canadiens, j'ai lu un article sur un jeune Canadien à qui on a un peu incité à l'euthanasie alors qu'il ne le voulait pas. Voilà, parce que ça coûtait trop cher son cas sinon. Et Oui. puis, il y a tout ce problème des dépenses de santé qui sont importantes. Bah, pour couper les dépenses de santé, euthanasion. Comme ça, on ne soigne plus les maladies. Donc on voit toutes ces dérives. Et moi, je voulais finir sur une chose, et je te donnerai le point de conclusion si Et tu le on veux. voit toutes les dérives, Philippe, et on ne voit pas les garde-fous. Non, il Ce n'y en qui a est pas. impressionnant, c'est que les dérives, Ah on non, les mais imagine. Et le ils ont truc fait qui me une... choque, c'est le truc non collégial. Parce que c'est collégialement, à 3 médecins, par exemple, déjà, on peut beaucoup plus décider de façon beaucoup plus claire. Si un individu fait une erreur, il y a un garde-fou. En plus, ça permet de faire peser la pression sur 3 personnes et pas seulement sur un bonhomme.
Bon, sachant que moi, je exactement. suis complètement contre cette loi, parce que n'oublions pas une chose, il y a la loi sur les soins palliatifs, et donc il n'y a aucun besoin de loi sur le Non, suicide assisté, sur l'euthanasie. Et on alors, est sur des cas exceptionnels. Hum. exactement. Et je vais aller sur l'étude de la Fondapol, qui a été faite, qui a été réalisée ces derniers jours, et qui montre que les Français sont plus sages que les hommes d'État qui nous dirigent aujourd'hui. En fait, pour 50% des Français, il faut d'abord proposer des soins palliatifs sur tout le territoire et ensuite seulement envisager l'introduction d'une loi sur l'euthanasie. Placés dans l'hypothèse où l'un de leurs proches serait gravement malade, les personnes souhaitent qu'il bénéficie de soins palliatifs et non qu'on opère sur lui une euthanasie. Voilà. Et les Français même ont compris que les conditions d'application sont insuffisamment protectrices de la personne. Donc on voit qu'on a des Français qui sont plus sages que les hommes d'État qui sont censés les diriger. Une telle loi devrait être pleine de garde-fous. Et en fait, cette loi sert essentiellement à lever les garde-fous. Et garde-fou est un bon terme, hein. Moi, je pense qu'elle devrait même pas exister parce que ce qu'on sait, c'est quand il y a vraiment les cas limites, en fait, eh bien, les médecins font un travail collégial et s'arrangent avec les personnes. Voilà, s'arrangent avec les personnes pour faire les choses bien, etc. Voilà, parce que dès qu'on ouvre la légalité, la possibilité et la rationalisation de l'euthanasie, on passe dans des dérives complètement folles. Alors, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que cette loi, elle est passée à l'Assemblée nationale. Elle va aller au Sénat. Je pense qu'au Sénat, ils vont la refuser telle qu'elle. En tout cas, vont au minimum la réécrire complètement. Et derrière, il y aura une commission mixte paritaire. Donc tout ce qu'on peut espérer, c'est de gagner du temps pour sortir du quinquennat, du deuxième quinquennat Macron, et que cette loi ne passe jamais. Moi, c'est ce que je souhaite personnellement au plus profond de moi-même. Donc Oui. effectivement, la question est qu'est-ce qu'on peut faire? Donc ce qu'on peut faire, c'est déjà espérer effectivement sur les lois de la République qui font que cette loi, avec le cheminement effectivement entre l'Assemblée et le Sénat, il y a quand même une bonne probabilité pour qu'effectivement elle n'arrive pas à son terme et ce sera très bien. L'autre option, c'est de se dire qu'effectivement, la moindre des choses sur un tel changement civilisationnel serait effectivement de passer par un référendum. Et nous, les mouvements souverainistes, nous sommes pour les référendums chaque fois que possible et le sujet en serait un. On n'a aucun problème pour parler de tous les sujets, donc pourquoi pas un référendum? Et puis enfin, il faut bien dire aux gens qui nous écoutent qu'il faut militer, qu'il faut adhérer. Nous, le mouvement politique citoyen, nous allons modifier effectivement notre programme santé. Et dans notre programme de santé, il sera marqué effectivement qu'on reviendra sur cette loi concernant l'euthanasie, soit par le biais d'un référendum, soit effectivement parce que les élections nous auront donné effectivement gage pour le faire. Mais on ne peut pas laisser les choses comme ça. On ne peut pas faire que quelques députés en CDD modifie aussi fortement la conception qu'on a de notre société. Eh ben, merci, Franck. Et Ben, c'est puis, moi, très bonne journée, malgré cette mauvaise nouvelle pour toi, médecin, et pour tous les médecins et soignants de France. exactement. On s'accroche et on va se bagarrer pour pas que ça passe. Tout à fait. À bientôt. À bientôt.